On vote 3 fois par jour dans son assiette. Si vous consommez local dans votre assiette, vous votez pour ça, matin, midi et soir. Bonjour, bienvenue sur Permavenir TV. Alors aujourd'hui, on va surtout avoir le regard sur la dignité du travail des producteurs, le prix juste, la satisfaction au travail. Et nous sommes là pour montrer ce qu'on vit, tous les frais par rapport à la vente de nos produits, au surcoût de l'énergie. Pourquoi les producteurs et les commerçants, les petits commerçants, arrêtent ou en tout cas doivent trouver d'autres solutions pour s'en sortir et continuer leur projet. Mon exemple il est assez simple, j'ai repris la ferme depuis 6 ans et en fait ce qu'engendre comme revenu la ferme me permet à peine de payer les frais engendrés par la ferme. Et donc pour assurer l'emprunt de la ferme, forcément je dois travailler à l'extérieur et puis il y a la vie de famille, etc. Même si mon emprunt était tout à fait raisonnable, j'ai eu la chance de pouvoir travailler en location, sur des terrains communaux notamment. Et malgré tout, en fait l'activité agricole, elle me rapporte moins de 1 000 € par mois. Donc on est obligé de faire des 60, 70, 80 heures par semaine. Voilà, c'est toute la difficulté de l'activité agricole aussi, qui malgré un travail de dingue, finalement est très peu rémunératrice. Tous les frais ont évidemment très fort augmenté depuis une trentaine d'années, et surtout récemment avec la crise énergétique, mais une bête continue à se vendre au même prix qu'il y a 30 ans. On est dans une économie mondialisée et que donc c'est toujours à celui qui produit le moins cher ailleurs, et avec les importations, on ne sait pas s'aligner, nous, avec le coût de la vie ici, en particulier en Wallonie. Pourquoi est-ce que les producteurs ferment les portes? Avec l'augmentation des prix, le surcoût de tout, que ce soit du pétrole, que ce soit de l'alimentation pour les bêtes. Il y a des boulangers qui ferment leurs portes parce que leur coût électrique est beaucoup trop haut. Et ce qui est dingue, c'est qu'on voit des grandes surfaces qui, eux, par contre, font des pas toujours bon marché. Et on se demande comment ils font. Alors d'autres vont me sortir qu'ils ont investi dans les panneaux photovoltaïques à l'avance, ils ont investi sur l'énergie. Je ne crois pas qu'en ça. Comment se fait-il qu'il y a toujours cette vente de pain à bon marché dans les grandes surfaces et que nos magasins n'arrivent pas à s'en sortir, nos petits magasins? J'ai l'impression qu'on retourne 50 ans en arrière, c'est peut-être même 40 ans, je ne saurais pas vous dire exactement les années. Mais au moment où les grandes surfaces sont arrivées, les gens se sont dit, il y a tout sur place, on y va, on oublie nos petits magasins. Et là, les petits magasins, depuis, je veux dire, plusieurs années, commencent à réouvrir, à se mettre en place, des magasins de produits locaux, des petits magasins bio, avec une vraie conviction derrière. Et là, on leur remet une grosse claque en les faisant fermer. Les gens se retournent vers les grandes surfaces pensant que c'est le moins cher, et là, vous vous trompez, quoi. J'ai fait une analyse sur une chose, des céréales. Je vais dans mon petit magasin zéro déchet, j'achète des céréales à 8 € le kilo. Vous allez en grande surface, vous allez prendre une marque très connue, vous allez payer ces 4,70 € pour 400 grammes. Le calcul est vite fait, quoi. Ne regardez pas le prix de la boîte, regardez le prix au kilo. C'est plus cher avec de la merde dedans, quoi, au bourg du sucre et tout ça. Vous allez chez votre maraîcher, chez nous en tout cas, on n'a pas augmenté nos prix depuis 2019. Alors que tout flambe, vous allez chercher une salade conventionnelle en grande surface, vous allez la payer en 2,50 €, 3 €. Chez nous, c'est 2,50 € pour une salade qui a poussé en pleine terre. Et voilà, c'est juste parce que les gens écoutent les grands médias, n'écoutent pas des médias tels que Permavenir TV, qui sont là vraiment avec leurs convictions pour essayer de faire un peu éclater ce qui se passe. Vous écoutez les grands médias alors qu'ils vous trompent depuis le début. On le voit bien depuis le Covid, depuis tout ce qui s'est passé sur 3 ans. Vous êtes berné en fait par ces gens-là. Renseignez-vous par vous-même. Alors je sais que la vie est hyper compliquée. On a notre travail, on a nos enfants, on a notre petit train-train quotidien. Mais ne vous dites pas que les médias ont raison et que c'est vos pensées, c'est les leurs. C'est pas vrai. Renseignez-vous par vous-même. Il faut se renseigner. Sachez que les producteurs, le jour où on n'a plus d'alimentation dans les grandes surfaces, les producteurs se seront effacés petit à petit et vous n'aurez plus à manger dans votre assiette. Comment ça se fait que ce métier d'agriculteur, qui est un des métiers les plus importants dans nos sociétés, soit si soit si dur, quoi, que ce soit si au niveau salaire, au niveau temps de travail, on décourage les gens alors que c'est des métiers de base. Je veux dire, c'est ça que je ne comprends pas. Je dis toujours, pourquoi est-ce qu'un docteur va gagner 4-5 fois plus qu'un maraîcher? Je ne dis pas qu'il va gagner un peu plus, mais pourquoi est-ce que les gens qui nous nourrissent sont dans le système libéral? Pourquoi est-ce que ce n'est pas des métiers protégés avec un salaire fixe, un revenu garanti? Même un éboueur gagne mieux sa vie que nous et c'est un métier super important, les éboueurs. J'ai beaucoup de respect pour eux. Je trouve qu'ils font un boulot pas facile, mais c'est un boulot qui a été cadré, ils ont un horaire, ils ont un salaire. Je veux dire, manger, c'est aussi important que ramasser des poubelles. Même dans les mines, à un moment donné, il y a des gens qui ont dit on travaille 8 heures, on a tel salaire.
L'agriculture, le statut d'indépendant, pour moi, ça ne va pas, ça ne peut plus continuer. Il faut trouver un système qui garantisse aux gens. Et je ne pense pas que les gens vont arrêter de travailler. Ce n'est pas une question d'avoir la carotte et l'âne, tu vois, c'est pas cette question-là. Je pense que c'est vraiment une question que les gens soient moins stressés. Enfin, il y a des gens qui sacrifient leur vie pour leur boulot, leur famille, tout ça. Et il y en a qui s'en sortent très bien aussi. Je ne veux pas non plus tirer une image dramatique du secteur, mais je vois quand même bien qu'il y a quand même beaucoup de collègues qui travaillent énormément et qui ne sont pas sûrs de pouvoir continuer parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent ou alors qu'ils vont se séparer de leur compagne ou de leur compagnon. Enfin voilà, c'est quand même des situations qui sont... Je ne comprends pas. En tout cas, sortir vraiment l'agriculteur du statut d'indépendant, moi je pense vraiment que c'est une priorité. Et on a plein de jeunes qui veulent refaire du maraîchage actuellement qui ne savent pas le faire non plus parce qu'ils n'ont pas les terrains, ils n'ont pas l'argent. C'est pour ça que moi j'ai défendu beaucoup aussi les régies agricoles communales. Donc c'est les villes qui reproduisent une partie de leurs légumes pour les collectivités. Voilà, on paye bien des gens pour ramasser les poubelles, pour cultiver des fleurs, aller arroser les fleurs dans les ronds-points. Je ne vois pas pourquoi on ne payerait pas des gens pour nourrir les collectivités. Ça permettrait d'avoir un salaire fixe, ça permettrait à des gens qui n'ont pas les moyens, les terres, de travailler dans ce secteur. Ça prendrait du temps à mettre en place, je ne dis pas que le système serait parfait non plus, mais... Et surtout, ça permettrait aux gens dans les collectivités de manger de la qualité, ce qui n'est loin d'être le cas actuellement, je pense. Enfin, il y a peut-être des collectivités qui font des efforts, mais en général, dans les collectivités, on bouffe des trucs à bas prix, alors que les gens, souvent, c'est des maisons de repos, c'est les enfants, c'est les crèches, c'est les hôpitaux, c'est des endroits où les gens ont besoin de bien manger pour, justement, soit de bien se développer quand on est petit, ou soit de récupérer quand on était malade, et c'est la nourriture à bas prix et voilà, moi je défends ce genre de choses. On va me traiter de communiste ou quoi, mais je ne vois pas 10 000 solutions non plus. Donc voilà, les soins de santé aussi, c'est quelque chose de commun, qu'on finance aussi. Je pense qu'il y a peut-être des choses qui peuvent rester dans le domaine du privé, mais il faut sortir l'agriculture du domaine du privé parce que sinon ça va être juste de la rentabilité, de la production. Et si on doit détruire tout le vivant qui nous entoure pour produire autant de kilos de carottes à l'hectare, on le fera. Et ça ne va pas. Depuis les années 1960 et le lancement de la politique agricole commune, tout l'accent a été mis sur l'agrandissement des exploitations agricoles, les économies d'échelle, le passage à des méthodes de production beaucoup plus industrielles qui exigeaient qu'on ait du capital et qu'on s'endette parfois pour des générations pour acheter le matériel et agrandir la ferme. Tout ça au nom d'une augmentation de la productivité à l'hectare et d'une réduction du rôle de la main-d'œuvre dans la production alimentaire. On a donc vu le nombre de fermes diminuer de manière dramatique, avec une disparition de 60% des fermes au cours des 25 dernières années en Wallonie par exemple. On a vu une main-d'œuvre se réduire avec le remplacement de l'homme et de la femme par la machine. Et dans ce contexte-là, l'agriculture paysanne n'a que très peu de chances de survivre. Elle ne peut survivre qu'en faisant preuve d'inventivité face à ce rouleau compresseur de la concurrence effrénée qu'on a imposée. Donc on a commencé l'arrêt du temps en 2020, pendant le confinement, où là, ça nous a fait pousser des ailes, et pas qu'à moi, à d'autres copains maraîchers, où on avait plus ou moins 120 personnes par week-end qui venaient acheter leurs légumes. Ça permettait de mettre la structure vraiment en place, de pouvoir payer un salaire. Et puis on a eu les inondations en 2021, où là on a vu une chute déjà des gens qui venaient acheter leurs légumes. Donc on tournait plus ou moins à 60 personnes par week-end. Sachant bien qu'on a aidé beaucoup les gens pendant les inondations, où on a été les aider directement sur place, où on a fait de la soupe, on a donné nos légumes. Et puis alors 2022 a été très dramatique, où là on tournait entre 20 et 40 personnes par week-end. Donc payer un salaire était très compliqué, on était à deux à travailler sur le champ. On est payé comme indépendant 1 200 € brut, donc ce qui fait plus ou moins 900-950 € net chacun. Donc c'est en dessous du seuil de pauvreté, hein, ça il faut le savoir. Moi mon salaire depuis mai 2021, je n'ai plus su me le payer. Et comment tu fais alors? Je me débrouille. Je vais travailler un peu dans le bâtiment. Heureusement j'avais un peu d'argent de côté auparavant, mais ce qu'il y a c'est que je dépense ce que j'ai pu mettre de côté. Regarde ici, j'ai la pompe qui a pété. On me demande 800 balles pour remplacer une pompe. Moi, à cause du gel, pourtant j'ai tout isolé. Mais voilà, 800 balles, je vais travailler dans le bâtiment, j'attends que les gens me payent pour racheter une pompe. Donc pas de salaire, mais au moins une pompe pour mes plantes, quoi. Pour pouvoir revendre ces plantes-là après. Ça a été très dur. Et donc on avait le choix, soit on arrêtait le maraîchage, soit on passait en CSA. C'est le soutien de la communauté vers le producteur. Donc les gens payent un abonnement à l'année et viennent chercher soit en autocueillette leurs légumes, ou alors on allait aussi faire les coupes et les amener directement à l'étal et les gens pouvaient aller servir à l'étal le vendredi
sont plus payés le légume au pois. On sort du marché de l'alimentation à ce moment-là. Ce serait bien qu'on puisse le faire, mais il faut savoir que le monde va très mal à l'heure actuelle, et je parle plutôt de ce que les gens peuvent ressentir. On a encore d'autres complications, c'est que le terrain, on n'est pas sûr de l'avoir, ou en tout cas si on l'a, c'est avec des clauses incroyables qui pour finir nous laissent pas libres de nos actes et de nos choix sur le champ. On ne sait pas ce qu'on va faire. On sait que l'alimentation a une énorme importance à l'heure actuelle, en tout cas l'alimentation locale. Si très cher président dit qu'il y aura des pénuries alimentaires, c'est qu'il risque d'y en avoir. Si ce n'est pas une pénurie, en tout cas c'est une flambée des prix, où les gens ne seront peut-être même plus consommés correctement. Donc notre métier, ce n'est pas que pour gagner notre vie à fond, c'est pour vivre. Et c'est de faire surtout, c'est de mener notre conviction à nourrir les gens correctement sur nos sols. Tu vois le travail que c'est pour récolter 1 kilo. Pour gagner, c'est quoi, c'est 20 € déjà compris. Pour avoir l'aide à l'installation, il n'y en a pas pour le maraîcher. Ou en tout cas peut-être maintenant, mais au début je me suis lancé, il n'y en avait pas. Pour des fils agriculteurs ou des gens qui reprennent une entreprise, c'est 70 000 € qu'ils obtiennent. Donc c'est ça qui est un peu malheureux, c'est qu'on n'a pas d'aide pour se lancer, on doit se débrouiller par nos propres moyens. Ou s'il y a de l'aide, à mon avis, c'est hyper compliqué, c'est beaucoup de documents à devoir remplir. Et je veux dire, pour une personne, en tout cas comme moi, qui suis dyslexique, c'est hyper complexe à devoir remplir. Il faut compter sur des gens et tout ça pour le faire. Mais je ne m'y connais pas assez dans ces primes-là. La seule prime que j'ai fait comme demande, c'est cette année-ci, où là, on obtient pour 10 000 € d'investissement, 2 000 € de la Provace. Et encore, il faut savoir que si on est beaucoup à la demander, à ce moment-là, ça peut être réduit et divisé pour en avoir peut-être 1500 ou 1600 € par maraîcher. Ce qui n'est pas énorme. Il faut savoir que l'installation pour un maraîchage comme le nôtre ici, c'est plus ou moins 30 000 35 000 €. J'étais chez des potes qui ont acheté de la mâche en grande surface, zéro goût. Tu comparais avec la mienne, j'ai même été rechercher pour leur faire goûter. Il me dit c'est ça de la mâche. C'est ça de la mâche. Laisse la pousser en terre, faut lui la faire. Ne la force pas. Il n'y a rien à faire, c'est toujours meilleur quand ça pousse tout seul. Trouver un terrain, ça c'est le plus gros frein qu'il y a. C'est l'acquisition d'un terrain, ou c'est de voir peut-être avec terre en vue pour obtenir un terrain, ou des gens qui sont prêts à le prêter. Maintenant, il faut savoir que prêter un terrain, il faut avoir des clauses bien mises, bien marquées pour être sûr de le garder. Et il faut savoir que le facteur humain est assez compliqué. Donc on est toujours prêt à donner, mais à un moment on a toujours envie de recevoir, et ça c'est un gros problème. La première chose, c'est vraiment le terrain. Après, ce qui est pour l'argent, pour pouvoir essayer les tunnels, c'est pas des énormes prix. Je veux dire, un tunnel de 20 mètres sur 7, il faut compter maintenant comme 4 000 €, ça a comme doublé. 4 000 €. Mais il y a toujours la possibilité d'aller voir les banques ou de lever des fonds avec des citoyens. Maintenant, c'est beaucoup d'énergie dépensée, énormément d'énergie dépensée. Mais la problématique, c'est le terrain, c'est la spéculation des terres à l'heure actuelle, les gros qui rachètent des terres. Je plains les jeunes et je soutiens les jeunes en même temps à l'heure actuelle pour soit une mise en place pour un maraîchage ou pour l'acquisition d'une maison pour eux. Sachant en plus que les taux augmentent fortement. Donc on est vraiment sur une génération dorée qui n'en a rien à foutre de la jeunesse. Quand je récolte, il vient se mettre près de moi. Et quand je nettoie les légumes dans le bac, il vient se mettre à côté. Quand je parle de génération dorée, pas toute la génération dorée, il y a quand même des belles personnes qui aident. Mais on n'est pas prêt à lâcher ce qu'on a. Mon pouce. Fidèle compagnon. Ça va bien? T'as du pompier, t'as de la mâche, t'as du poisson. Le monde n'est pas facile à l'heure actuelle. Il faut savoir qu'il y a quand même... le facteur humain, c'est la pire des choses qu'il y a. Depuis que j'ai fait ma myocardite, donc il y a 1 an, je remarque qu'il y a quand même beaucoup de gens pour t'aider. Et au moment où tu remontes un peu la pente, il y a aussi beaucoup de gens pour te détruire, qui n'ont aucune bienveillance. Et ces gens-là, il faut vraiment s'éloigner d'eux. Il faut s'en éloigner, ou en tout cas leur montrer qu'on est tous égaux, on est tous les mêmes. Et que tu as beau avoir ce pouvoir, soit de l'argent ou de caractère, je vais le dire platement, mais tout le monde saigne. On saigne de la même façon, on pleure de la même façon, toutes ces émotions-là, on les a.
et que ces gens-là un jour auront leur tour de flamme. Moi aussi, je suis maraîcher depuis belle lurette maintenant, à la ferme Arc-en-Ciel. Et donc, comme beaucoup de maraîchers, c'est très difficile d'en vivre. Tous les maraîchers vont nous dire, on le voit très bien donc, au sein du SPG, qu'ils aiment leur métier, ils ne changeraient pour rien au monde. Et moi aussi, j'adore mon métier, les mains dans la terre, mais c'est difficile d'en vivre pour toutes les raisons qu'on va expliquer au fil du temps. Je prends le contexte chez nous, à la ferme Arc-en-Ciel, on a dû travailler pendant de nombreuses années en famille, donc à plusieurs, pour dégager un revenu parfois de 4 € de l'heure. Donc c'est déprimant, c'est décourageant. Heureusement qu'on aime notre métier parce qu'on le fait avec passion, mais quelque part ce n'est pas viable pour les générations de maraîchers qui devraient s'installer incessamment, puisque pour nourrir la Belgique, on serait capable de produire notre nourriture en légumes et en fruits locaux, adaptés à nos climats évidemment. Mais pour ça, on devrait être environ 200 000 maraîchers pour produire tous les légumes pour la Belgique. Et on est loin du compte, évidemment. Je prends l'entité de Ouellin, donc là où la ferme Arc-en-Ciel se situe. Il y a 3000 habitants. On pourrait être 12 maraîchers pour nourrir 1/5 de la population, c'est-à-dire environ 600 personnes. 12 maraîchers pour nourrir 600 personnes sur 6 hectares. Donc à la ferme, on est capable en surface de nourrir ces 600 personnes, mais on manque de maraîchers puisque, évidemment, c'est pas viable, donc il n'y a personne qui est assez fou pour se lancer dans ce beau métier, malheureusement. Ce qu'il faut, c'est ne pas tomber dans l'illusion que l'inflation des prix alimentaires, qui a des impacts notamment sur les ménages les plus précarisés en Wallonie, que la réponse se trouve dans toujours plus d'industrialisation et de productivisme. La réponse se trouve dans le renforcement de la protection sociale, dans l'amélioration des salaires pour celles et ceux qui gagnent le moins, dans des systèmes de solidarité qui permettent aux ménages les plus précarisés d'avoir accès à une alimentation adéquate. La solution n'est pas dans le système alimentaire low cost qu'on a toujours présenté comme devant être l'horizon. Du coup, nous, on est une coopérative réunissant plusieurs maraîchers sur le même espace, on partage les mêmes outils. Jusqu'à présent, on partageait aussi les mêmes revenus. Et c'était une manière pour nous, justement, de trouver une solution par rapport à la précarité du revenu, à la précarité de ce travail. C'était de travailler à plusieurs pour pouvoir se soutenir les uns les autres au sein d'un système de solidarité entre nous, quoi. Malgré ça, on est quand même confronté à pas mal de difficultés financières. Une année, c'est parce qu'il pleut trop. Une année, c'est parce que il y a une forme de panique et les gens tout d'un coup se disent que les carburants augmentent et donc ils font des choix différents sur la nourriture et donc du coup toute une série de notre clientèle disparaît. D'année en année, on se rend compte que malgré les efforts qu'on peut mettre en place, malgré la solidarité qu'on s'apporte les uns les autres en travaillant ensemble, on reste dans une forme de précarité. Au-delà du fait que nos revenus sont relativement bas, ça c'est quelque chose avec lequel on peut vivre. Ce qui pose problème, c'est le fait que c'est difficile de s'outiller, c'est difficile de respecter toutes les normes qui sont en vigueur actuellement. En fait, on se sent assez écrasé par le poids de toute une série de choses auxquelles on doit répondre en tant que société, en tant qu'entreprise, et toute une série de normes qu'on doit respecter au quotidien et qui nécessitent généralement de payer un comptable, payer un fiscaliste, payer une personne pour se mettre aux normes. On est tellement sollicité par tout un poids administratif que ça pose problème parce qu'on ne sait pas répondre à toutes ces normes pour des problèmes aussi de financement. Si on gagnait plus facilement notre vie, on pourrait se dire « Ah, je vais payer quelqu'un pour s'occuper de ça ». On se retrouve en marge finalement des règles et avec toujours une pression de respecter toute une série de normes. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus supporter sur le long terme. Toujours devoir chipoter, toujours devoir trouver des solutions précaires qui font qu'au quotidien, c'est trop usant, quoi. En termes de revenus, cette année, c'était une année plus compliquée. On a décidé, par exemple, notre système a évolué vers moins d'achats-reventes, histoire de privilégier la production ici et de privilégier la producteur des agriculteurs autour de nous qu'on connaît. C'est un risque qu'on a pris puisqu'on a moins de revenus liés à l'achat-revente de grossistes. On ne travaille plus avec des légumes qui viennent de l'étranger, même en bio. Et donc du coup, avec les nouveaux choix qu'on a fait, on s'est retrouvé cette année, malgré une bonne production, à avoir un revenu mensuel aux alentours de 1 000 € net pour un gros temps plein, quoi. En sachant qu'une grosse partie de ce travail, je reviens là-dessus, mais c'est aussi du travail administratif, c'est aussi répondre à la multitude de choses qu'on nous demande sans arrêt, et aussi tous ces coûts de fonctionnement qui sont liés au simple fait d'être une société. Alors, on est censé recevoir en contrepartie, en tant qu'acteur du bio, une aide qui nous permet justement de valoriser les externalités positives qu'on apporte à la société. En effet, ce qu'on ressent, c'est qu'on reste vivotant sur le côté de la société, que ça reste un projet qui est romantique dans les yeux des gens, dont on parle beaucoup dans les discours politiques, mais dans le concret,
on se retrouve finalement à recevoir une aide de la PAC par exemple qui commence à augmenter mais qui ne répond pas du tout aux réalités du terrain, au fait que nous on a toujours des prix du marché qui sont toujours déterminés par le prix du conventionnel. On doit rester compétitif toujours par rapport au prix d'un conventionnel méga bas qui vient de très loin, qui ne répond pas à des normes environnementales et sociales de qualité. Et donc du coup on est toujours obligé de garder une forme de référent qui en fait est un référent complètement injuste. Par ailleurs, ça implique une impression de cherté que nos produits soient chers auprès du grand public. Donc il y a cette idée que, limite parfois, qu'on profite du système ou qu'on profite des prix du bio, alors qu'ils ne sont pas encore suffisamment justes à mon avis. On est encore bien en deçà de ce qui permet de vivre décemment. Donc nous on est motivés, on adore notre métier et on le fait comme beaucoup de maraîchers de manière passionnée. Mais à un moment, il y a quand même une limite et un respect à s'accorder à soi-même et aussi aux personnes qu'on engage sous des statuts précaires de saisonniers, avec les commissions paritaires les plus basses, des travaux qui sont lourds. Et donc du coup, si on veut du respect et si on veut remettre ce métier et le resituer à la place qu'il mérite, en fonction, et qu'on prend en considération les enjeux écologiques et les enjeux sociaux actuels, il faut provoquer un changement et remettre vraiment ce métier à la place qu'il mérite, quoi. On est une société à finalité sociale. On pensait qu'on avait droit de travailler avec des volontaires. Et on s'est rendu compte à nos dépens que non, et on a à cet égard bénéficié d'aucune clémence de la part de l'administration puisqu'on a été attaqué au pénal et qu'on a dû payer une transaction pénale de 1 000 €, ce qui représente donc 1 mois de salaire. Pour le simple fait qu'une personne soit passée un matin nous donner un coup de main en tant que volontaire. Et donc on se rend compte que finalement, même quand la population autour de nous veut nous donner un coup de main en se rendant compte de la pénibilité du travail, on doit refuser ce coup de main parce que les risques qu'on encourt en termes d'amende sont astronomiques. Et donc on se fait attaquer un peu et criminaliser d'une certaine manière, alors que finalement, on passe notre temps à essayer d'apporter des externalités positives à la société, de produire en polluant moins, produire en respectant le sol, produire avec un engagement social plus important. Et malgré ça, on est criminalisé pour le simple fait de travailler avec des volontaires. Quelle est la place que la société nous réserve finalement? Quand on est aussi intransigeant et qu'on doit payer une amende aussi importante à notre échelle, alors qu'on voit le travail qu'on fournit en permanence avec vraiment une volonté de bien faire les choses, là on se dit qu'il y a quand même un problème de respect aussi ou de compréhension de notre métier et de ce qu'on vit au quotidien. Et donc du coup on cherche toujours des solutions pour s'en sortir et pour être plus résilient, et donc du coup avec le SPG on a trouvé une solution intéressante puisque ça nous invite à avoir un contact avec les mangeurs qui découvrent notre réalité, qui nous amènent à nous améliorer sur certains points, qui peuvent nous apporter aussi leur expertise sur certains points, et en plus de ça généralement on y associe aussi d'autres producteurs et ça permet d'avoir un échange d'informations entre nous. Donc oui, le fonctionnement du SPG, c'est vraiment une manière pour nous de communiquer vers l'extérieur, tiens, c'est quoi nos difficultés, qu'est-ce qu'on rencontre au quotidien, et d'avoir un retour positif de nos mangeurs. On oublie qu'en réalité, les producteurs sont payés trop peu et que les consommateurs payent trop parce que les intermédiaires, très souvent, les firmes de l'agroalimentaire, la grande distribution, captent une partie importante de la valeur tout au long de la chaîne. Et donc, les SPG sont une manière de former une alliance entre les mangeurs et les paysans et paysannes qui produisent l'alimentation de ces mangeurs et mangeuses, qui se découvrent un intérêt commun à soutenir une agriculture qui rend des services au sol, à la santé des hommes et des femmes, et qui a besoin qu'on la soutienne en contournant ces acteurs des chaînes alimentaires un peu longues. Donc c'est ça qui est intéressant. L'autre intérêt de ce système, c'est que ça permet aux agriculteurs et agricultrices qui s'investissent là-dedans de progressivement aller vers des pratiques agricoles plus durables et raisonnables pour obtenir au bout du compte la labellisation bio dans une trajectoire qui est accompagnée par les mangeurs et mangeuses. Et donc ça permet de sortir de cette opposition parfois un peu caricaturale entre l'agriculture conventionnelle d'une part, l'agriculture bio d'autre part. Il y a beaucoup de méthodes d'agriculture raisonnée qui recourent par exemple à des pratiques agroécologiques qu'on peut soutenir et que les SPG permettent de soutenir. Moi, ça me tient tellement à cœur de vendre sur le marché à Namur et de vendre à des populations qui ne sont pas des populations privilégiées de base et qui croisent ta route et que tu essaies de convaincre aussi parce que ça change. Moi, j'ai envie de produire de la nourriture pour les gens de manière générale. Et je pourrais me dire, tiens, on va se mettre, on a aussi des paniers à la ferme et tout, mais j'ai un côté où j'ai envie de continuer à vendre des légumes à l'extérieur, mais je vois à quelle concurrence on est soumis tout le temps. C'est vraiment la folie, et comme tout change tout le temps. Et alors, maintenant, on est dans un espèce de marché de l'éthique.
Tu vois, moi j'entends local, ceci, cela, là, là. Et à un moment, quand tu fais agroécologie, bio, local, etc., tu es un peu en train de devoir te battre par rapport à celui qui est juste à côté et qui fait du local mais pas bio, ou alors qui fait du bio mais du bout du monde. Et finalement, on est en train de se taper les uns sur les autres pour trouver une petite place. Et qui vend le plus, c'est toujours les supermarchés qui vendent une quantité astronomique. Non, mais voilà, c'est pour ça que c'est exactement ça, quoi. C'est que la solidarité entre nous, les producteurs, le cadre, il n'est pas là pour qu'on arrive et qu'on voit les autres comme des concurrents, alors que pour qu'on puisse arriver à faire quelque chose, il faudrait qu'on puisse travailler ensemble pour vendre, au moins face à tout ce qui arrive de l'extérieur, quoi. Ouais, et c'est là que c'est le problème, quoi. C'est que quand on a un qui lâche, sa place de toute façon, elle est prise pour construire un immeuble et puis boum, c'est terminé. De toute façon, la terre elle disparaît comme ça, quoi. Et puis, ouais, les mangeurs autour, ouais, et c'est comme ça, c'est en mettant ça en place qu'on va garder aussi dans l'idée des gens qui peuvent aller chercher des légumes à un producteur du coin et qui a un lien. Ah, donc du coup, on a été contrôlé sur le marché de Namur parce que par le SPF Économie qui a remarqué que sur nos pancartes, l'origine qui était inscrite n'était pas l'origine du pays, mais qui était l'origine du producteur. Et donc c'est une infraction par rapport à je ne sais quel code du SPF Économie d'inscrire l'origine du producteur et non pas du pays, où il faut au moins mettre les deux. Mais donc du coup, on a eu un deuxième contrôle sur lequel on était un peu limite parce que j'avais été malade la veille, on n'a pas eu le temps de faire tous les panneaux. Et là, du coup, on a été convoqué, il y a tout un dossier sur nous. Et on attend les suites pour voir combien est-ce qu'on va devoir payer d'amende, parce que c'est ça qui nous pend en nez, pour le simple fait d'être dans une irrégularité. Un peu comme si on manipulait les gens en ne mettant pas l'origine du pays, en sachant que tous nos produits, tous nos légumes viennent de Wallonie. Mais c'est ça, quoi. Et en mettant l'origine du producteur, ce qui est beaucoup plus transparent en réalité que mettre l'origine du pays. La loi, ça le s'en fout. Oui, c'est complètement absurde. Quand j'ai démarré comme maraîcher, au début de 2021, j'ai commencé sur une petite parcelle de 20 arts. Et donc c'est tout récent. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, je ne faisais pas un métier, mais j'en faisais deux. Je produisais des légumes, et puis après, il fallait que je les vende. Donc un métier de producteur et puis un métier de commercial. Et donc la saison a démarré, ça a bien été. Puis quand les serres, il y avait 2 serres, quand elles ont commencé à produire, là, j'ai quand même commencé à avoir des difficultés parce que j'avais trop de tomates, je n'arrivais pas à les vendre. Je passais beaucoup de temps à gauche, à droite pour trouver les moyens de les écouler. Les heures, je ne les ai pas comptées, mais j'ai trop travaillé l'année dernière. Et donc je ne crois pas que j'arriverai à refaire pareil cette année-ci. Mais j'aimerais bien m'occuper un peu plus de mes 3 enfants l'année prochaine, d'avoir plus de temps, de ne pas me retrouver à semer des micro-pousses jusqu'à 23 h au soir, parce que quand il faut semer, ils ne sèment pas, tu n'as pas de production, et quand tu as travaillé toute la journée, que tu n'as pas eu le temps, mais il faut de toute façon le faire. En sachant que le lendemain tu te lèves à 6 h du matin, enfin voilà, il y a plein de journées comme ça. Donc, des gens sensibilisés qui nous soutiennent, et ça c'est super. Mais ça reste une minorité. Et la plupart des gens continuent à aller dans les grandes surfaces par facilité, par habitude. En regardant un peu autour et en discutant avec d'autres personnes, on a créé une ASBL à la fin de l'année 2021. Ça s'appelle les Jardins d'à côté, avec comme objectif que cette ASBL elle puisse offrir des services à des maraîchers. Et principalement 2 types de services, quoi. Le premier, sur la commercialisation. Cette structure-là, elle pourrait combiner les productions de plusieurs petits maraîchers installés dans la zone et apporter des outils pour la commercialisation, du style un web shop, du style des moyens pour livrer ou des points de vente. Tout seul, moi, sur ma petite parcelle, j'avais du mal de suivre même les demandes de mes clients, des restaurants, parce que j'avais une trop petite surface, et donc ça convenait pas à mes clients. Mais qu'en étant plusieurs, l'idée, ce serait d'arriver à stabiliser l'offre à un certain niveau, au niveau de la quantité, premièrement, mais après au niveau de la qualité, quoi. Et donc de pouvoir maintenant intéresser de manière plus fiable des clients que tout seul on ne peut pas aller chercher. L'idée c'était ça, au niveau du service commercialisation. Et après, il y a une autre sorte de service, c'est le service d'accompagnement à l'installation, parce que l'engagement pour quelqu'un de se lancer dans le métier de maraîcher, c'est quelque chose qui est quand même assez sérieux au niveau financier. Même sur une petite surface, il faut compter, je sais pas, dans les 40 000 pour acheter les serres, les systèmes d'irrigation, le matériel, et c'est pas anodin, justement, quand on n'a pas la garantie qu'on va pouvoir vivre de cette activité. Je pense que ça freine quand même pas mal de vocations, quoi. Voilà. Il faut, pour que l'agriculture paysanne puisse se développer,
il faut des circuits de commercialisation auxquels toutes les familles, et pas seulement un petit nombre de personnes qui ont des revenus, auxquels toutes les familles ont accès. Et il y a des formules aujourd'hui qui se développent, de cueillette à la ferme par exemple, d'épicerie sociale, de marché de producteurs, ou encore de systèmes d'agriculture soutenus par la communauté, les CSA, qui sont la promesse d'une pluralisation des circuits de distribution et d'une sorte de sociodiversité dans la manière dont les personnes ont accès à une alimentation de qualité. Quand une personne veut se lancer dans le maraîchage, pour moi, il y a deux aspects qui sont importants. Si le terrain va être à proximité des mangeurs ou s'il va être plutôt en campagne avec des mangeurs qui ne sont pas à proximité et qu'il faut aller chercher pour vendre les légumes. Le facteur proximité, ça va conditionner le modèle économique du maraîcher. Je m'explique, si on a un champ qui est au milieu d'une communauté de mangeurs et qu'on a un emplacement pour mettre un petit hangar, on peut ouvrir les portes du jardin et proposer les légumes à la communauté des gens qui se trouvent là. S'il y a un terrain qui est fertile à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il faudrait aussi que les gens soient pas trop obnubilés par une vie stressante où ils font que bosser, ils ont peut-être 10 minutes pour faire toutes les courses de la semaine, donc ils vont au supermarché, et ça arrive. Et ben, peut-être qu'il y a moyen, par exemple, d'avoir des systèmes d'abonnement qui marchent bien, parce qu'à ce moment-là, on réunit les gens l'automne, on demande s'il y en a qui sont intéressés de prendre l'abonnement sur l'année. Et si on peut avoir 150 personnes qui prennent un abonnement à 400 €, le compte il est facile à faire, on a déjà gagné sa vie, sans devoir maintenant faire le métier de commerçant et de courir à gauche à droite pour vendre. Le prix juste, bah oui, ça reste un grand enjeu pour beaucoup d'agriculteurs. C'est un point très important parce qu'on est dans un système de CSA, donc d'agriculture soutenue par la communauté. Il y a un lien très fort et il y a une solidarité. Au niveau des récoltes aussi, donc les périodes plus difficiles comme actuellement où il y a des sécheresses, ils acceptent d'avoir un peu moins. Et puis il y a des périodes où il y a plus d'abondance, donc je crois que ce point-là dans le projet ici, le champ des possibles, est vraiment fort représenté. Ouais. On est très solidaires entre nous. Je ne sais pas si ici, moi je suis au prix juste, mais j'ai déjà, par rapport au temps de travail et le salaire que j'ai, je m'en sors pas trop mal. Oui, je suis à peu plus d'1 million d'euros par mois ici en maraîchage, de petite surface, donc pour des heures de travail qui sont quand même raisonnables. Mais le prix juste, ça reste quelque chose qu'on discute chaque année aussi en réunion avec nos mangeurs. Donc on a une réunion annuelle où on fait le point de la saison. Et je leur dis aussi ce que je gagne. Donc je suis transparent à ce niveau-là et ça permet aussi aux personnes, par exemple, qui ont un peu plus les moyens, qui souhaitent plus soutenir le projet, de mettre un peu plus que l'abonnement de base. Donc le prix juste, c'est clair que c'est discuté une fois par année, au moins avec les membres. Et comme je dis, je ne dis pas que j'y suis, mais voilà, c'est en réflexion et on y travaille. Donc la qualité de vie, je crois que j'y arrive au niveau temps de travail en tout cas, à avoir une vie plus ou moins normale, avoir du temps pour ma famille, pour d'autres activités, pour continuer à militer sur le côté aussi, c'est important. De nouveau grâce à l'autocueillette aussi, au fait que les gens viennent cueillir, la pénibilité aussi, de certaines tâches qui m'évitent aussi, donc ça c'est clair que quand il fait très chaud, on en discute avec les collègues, des années comme ici, c'est quand même difficile aussi. Mais je vois des collègues qui font des 10-12 heures par jour, moi je ne saurais pas. Physiquement, je ne saurais pas. Enfin, je vois bien, déjà 7-8 heures, il faut que ton corps se repose aussi, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je sentais que cette année-ci, avec la chaleur, les chevilles, tout ça, les jambes, c'était un peu plus dur, quoi. Tu te relèves, tu portes tes caisses. Et là, ici, j'ai 130 mags, ils le font. Et il y en a qui prennent du plaisir à le faire. Il y en a qui, des fois, c'est aussi beaucoup de temps pour les cueilleurs aussi. C'est un investissement. C'est clair que c'est moins facile que d'aller au supermarché et de prendre le truc directement dans le rayon. Mais... On a des régions qui étaient super belles avec des vergers aux tiges, des haies. Enfin, les gens, ils faisaient des choses belles, tu vois. Mais c'est clair que les haies, ça ne rapporte pas sur le court terme. Ça ne va pas tu vas pas pouvoir vendre ta haie ou quoi, mais sur le long terme, c'est quelque chose d'essentiel pour nos paysages, pour la biodiversité, pour le fait qu'un système fonctionne et soit périn. Donc c'est clair qu'ici, maintenant, voilà, il y a tout l'exode des villages vers les villes, etc. J'ai travaillé 4 ans à la ceinture alimentaire liégeoise ici à Liège. J'ai quand même beaucoup travaillé sur le prix. On a essayé de faire des grilles de prix pour les maraîchers. C'était dur, parfois même pour des gens, d'augmenter leur prix. S'ils avaient peur que leurs clients ne suivent pas, et puis on essaie aussi que ce soit abordable pour tout le monde. C'est clair que les prix sont complètement faussés. Enfin oui, on a des prix ici en grande surface qui ne tiennent pas compte de toutes les destructions qu'il y a au niveau environnemental, des destructions sociales au niveau des travailleurs qui travaillent dans des conditions affreuses, qui vont se retrouver avec le dos cassé à 50 ans, qui vont retomber sur la sécurité sociale. Enfin, ça va créer d'autres problèmes et d'autres difficultés. Donc c'est clair que tous les services qu'on rend aussi en tant que maraîcher dans un quartier, dans le lien social, replanter des arbres, des haies, ce n'est pas repris dans le prix de nos légumes. Donc c'est clair que le prix reste un gros défi et une grosse question. Ouais. Donc le prix de la terre ici à Liège, c'est souvent autour de 30 000 € l'hectare.
Et ça peut monter aussi à 40, 50, 60, 70 en fonction de l'endroit, de la situation. Mais les terrains agricoles sont quand même assez chers aussi. Pour moi, la solution à tout ça, c'est d'avoir des terrains qui appartiennent à la collectivité et qui sont communaux, de pouvoir mettre à disposition de jeunes porteurs de projets des terrains agricoles, ou de trouver des systèmes aussi avec les fermiers en place qui, eux, leur permettraient de mettre des terrains, avoir un avantage à mettre un terrain à disposition sur le long terme à un jeune qui commence. Parce que c'est clair qu'on est de plus en plus, les terrains sont de plus en plus chers et c'est très dur à trouver. Si on ne veut pas que ce soit juste réservé à une élite qui rachète les terrains pour spéculer, oui, il va falloir de nouveau avoir des terrains communaux communs, comme on avait des jardins communs avant, les jardins ouvriers, où les gens pouvaient cultiver leurs légumes en échange d'une petite location. Je pense qu'on a intérêt à se réapproprier une partie des terrains, on n'aura pas trop le choix. Au niveau financier, je m'étais fait licencier, donc j'avais de l'argent de côté, j'ai pu investir cet argent-là dans mon projet. Mais c'est clair que trouver le terrain, trouver le bon matériel, aussi savoir quel matériel je vais utiliser. Quand on n'a pas les réseaux et qu'on débarque dans un métier, on ne sait pas utiliser quel motoculteur, quel râteau, quels outils. Maraîcher, c'est un boulot très très prenant, très diversifié et qui demande beaucoup de compétences. On ne se rend pas toujours compte, mais quand on est dedans, devoir gérer toutes ces cultures différentes, c'est comme si vous aviez un peu une famille avec 20 enfants et qu'il faut s'occuper des 20 enfants en alternance tout le temps et penser à chacun, voir s'il a assez à manger, voir s'il se sent bien là où il est. Enfin, voilà, c'est très prenant au niveau mental en fait. Il faut arriver aussi des fois à lâcher la pression et à se libérer, c'est pas toujours évident. Faire avec le climat aussi, ça peut être un frein aussi actuellement. Mais j'ai eu de la chance dans mon installation de trouver un chouette terrain et puis d'être dans un projet aussi où les gens m'ont soutenu assez rapidement. Ici, on a mobilisé les membres du champ pour acheter le terrain. Ce qu'on a réussi à faire assez rapidement, à mobiliser les 70 000 €. Et on a racheté le terrain aussi avec Terre en Vue, donc qui est une coopérative qui rachète des terres agricoles pour des projets déjà existants, des projets agricoles, pour les garder, ces terrains, les garder en agroécologie et les mettre à disposition à prix raisonnable. Donc les personnes les louent, il n'y a pas des prix revus à la hausse ou de la spéculation dessus. Et ça nous a permis de racheter ce terrain pour en faire un verger diversifié. Donc on va replanter les arbres cette année, on a replanté les haies de l'année passée et garder un espace vert ici en ville aussi, quelque chose de joli avec des vergers aux tiges où les jeunes pourront venir, les écoles pourront venir visiter aussi peut-être à terme. Donc c'est aussi pour rappeler l'importance du système dans lequel je suis, c'est ça, vraiment avoir une communauté autour de soi, remobiliser les gens autour de causes. C'est clair que moi tout seul, j'aurais pas pu le faire, quoi. Donc c'est grâce aux champs, grâce à toute cette communauté et à ce qui a été créé qu'on a pu racheter ce terrain. Et voilà, ça va peut-être aussi un projet qui va mobiliser d'autres personnes et sensibiliser encore plus de monde. L'agriculture peut redevenir vraiment un pilier économique de nos régions. Si on laisse le choix à plus de personnes de le faire et on leur donne les possibilités de le faire, je pense que si on veut avoir des pratiques écologiques, de toute façon il faut en revenir avec plus de manuels, être plus dans les champs et essayer de le faire dans de bonnes conditions. Et donc voilà, on est face à des métiers excessivement difficiles ou économiquement très peu viables et donc où on est obligé finalement de faire un double métier, de continuer à travailler à l'extérieur pour pouvoir assurer des revenus minimums qui sont très faibles. Plus le monde paysan disparaît, plus évidemment on se déconnecte de la possibilité donc de produire des biens de qualité pour notre population, de pouvoir aussi assurer la transmission des fermes existantes parce qu'aujourd'hui 2/3 des paysans ont plus de 50 ans et qu'il y a très peu de repreneurs parce que les jeunes ne sont plus en mesure de pouvoir reprendre, surtout pour des questions économiques, mais bien d'autres questions aussi, dont celle de l'accès à la terre, tout est lié évidemment, plus évidemment de notre bien-être dans ces territoires d'exception, pour autant qu'on arrête d'urbaniser comme on le fait aujourd'hui, notamment ici. Alors dans les jours actuels, ou dans ce qui risque d'arriver, pour moi il y a du bon, il y a du très mauvais aussi. L'humanité va avoir une bonne baffe, c'est comme ça que ça s'est toujours produit, et là je crois que la baffe va déjà arriver l'année prochaine si ça se trouve. Moi, je préférais que la baffe soit préparée. Voilà, je suis un adepte de la décroissance. Soit on subit le changement, soit on le prépare. Mais en décroissance, en fait, on appelle ça une catastrophe pédagogique qui va apprendre aux gens peut-être à changer leur fusil d'épaule et à mieux respecter leurs agriculteurs, à mieux respecter l'environnement. Mais voilà, j'espère qu'il ne sera pas trop tard. Mais effectivement, oui, si, on se prend déjà des baffes. Il y a déjà des gens qui n'arrivent plus à se nourrir actuellement. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui n'arriveront plus à chauffer cet hiver. Voilà, continuer à éduquer les gens, à les sensibiliser à l'alimentation, les amener à venir cueillir sur le champ pour les sensibiliser. Moi ici je crois que j'ai des mangeurs qui sont très sensibilisés à ça. C'est clair qu'on est dans un monde d'abondance, on a une génération qui n'a jamais connu la faim, qui a toujours eu les rayons remplis, on a toujours eu tout de suite. Et je pense que la baffe peut aussi être vécue de façon agréable. Enfin agréable non, mais on peut aussi revenir à des valeurs un peu plus
local, de partage, moins dans le matérialisme, et réapprendre à se connaître les uns les autres. Et à prendre du plaisir à parler à son voisin ou à avoir des activités qui ne nous coûtent pas grand-chose, mais qui humainement sont riches, quoi. Donc une baffe, mais voilà, j'espère qu'elle ne sera pas trop grosse, mais on va la voir. Et il faut que ça vienne, parce que le changement ne viendra pas du politique. Donc il faut que les gens aient le nez dans le caca. Les gens qui critiquent, les gens qui fuient leur pays, les étrangers, les immigrés, les racistes qui s'en donnent à cœur joie, je ne leur souhaite jamais de devoir traverser la mer sur un canot, de devoir fuir leur pays parce que c'est plus vivable. Donc ça, les gens ne comprennent pas encore, mais un peu de rayon vide, je pense que ça ne pourra pas faire de tort. On a un bel exemple à Cuba, du temps où Cuba a été confronté à la survie à cause des pressions économiques qu'ils ont subies. Ils ont été obligés de créer une autonomie, donc ils ont favorisé le développement des maraîchers. Les maraîchers sont devenus une partie importante de la population parce qu'il fallait se nourrir. Et donc il y avait une reconnaissance du métier, un salaire digne, ils gagnaient même parfois plus que d'autres métiers. On voit que dans des cas bien précis, dans des difficultés rencontrées, pour des raisons de survie, on est capable de faire énormément de choses. Je pense que chez nous aussi, on devrait arriver à reconnaître ce métier de producteur, maraîcher et autres, pour pouvoir créer une vraie souveraineté alimentaire, ce qui est loin d'être le cas actuellement. Pour toutes les personnes qui sont ouvertes à ce qui se passe dans le monde et qui auront envie d'agir, allez-y, foncez, il faut vraiment foncer. Alliez-vous avec d'autres personnes, il y a des groupes qui existent, les groupes de transition, ça vous pouvez déjà les voir, allez les trouver. Il y a tous les producteurs locaux, les maraîchers, allez les trouver, parlez avec eux pour un projet que vous avez envie d'ouvrir, ou à la limite faites un projet avec lui. Il y a tellement de possibilités, en tout cas, d'ouverture d'esprit, qu'il y a moyen de trouver les personnes qui s'accorderont avec vous. Aujourd'hui, on se rend compte que les prix nous mentent. C'est-à-dire que l'alimentation qui est la moins chère sur les rayons des supermarchés est parfois la plus nocive pour l'environnement, pour la santé, pour l'avenir de nos paysages. C'est un coût énorme qui est imposé à la collectivité par ce choix qu'on a fait de réduire au maximum les coûts pour répondre, soi-disant, aux attentes des ménages précarisés. Aujourd'hui, des alliances se forment entre les ménages précarisés, les mangeurs et les mangeuses, les petits producteurs qui recourent à l'agriculture paysanne pour proposer des alternatives à ce système low cost. Et ces alternatives sont extrêmement prometteuses pour la collectivité. Elles entretiennent la santé des sols et l'agrobiodiversité. Elles favorisent une meilleure santé des populations. Elles favorisent également une réduction de la pauvreté alimentaire. Et c'est indispensable que l'on soutienne davantage ces alternatives qui émergent. Il est temps que les gens ouvrent leur cœur, s'accordent un peu plus, s'entraident. Ce qu'il faut se dire, c'est pas en se tirant dans les pattes qu'on va réussir à survivre ensemble. C'est en se disant aussi que si notre voisin, je l'aime pas du tout, c'est une personne qui est hargneuse ou on ne s'accorde pas, eh bien, essayons au moins de s'accorder sur un minimum et de s'entraider parce qu'on va avoir besoin de ça dans les jours, mois ou années futures. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Permavenir TV et donc j'espère qu'on se reverra pour d'autres vidéos en lien avec le SPG et aussi une qui est prévue sur le sol, ce sol qui est important pour nous nourrir. À bientôt!